zone de Malanville, dans le département de la Liborie. Il s'agit du magasin de stockage des produits pharmaceutiques du plus grand centre de santé de cette commune qui a été consumé par le feu. Selon le maire de la commune de Malanville, aucune cause officielle de cet incident n'a été identifiée, mais l'autorité évoque la possibilité d'un court-circuit comme origine de cet incendie dévastateur. Jean au téléphone par la rédaction, Gado Guidami déplore le manque d'équipement des sapeurs-pompiers qui n'ont pu rien faire face à l'ampleur du feu. On écoute le maire de Malanville. Local où est stocké tous les médicaments et autres consommables des bureaux pour le compte donc de l'hôpital. Tout ça là a consumé, tout a été consumé et ça pose encore une fois le problème de l'équipement des sapeurs-pompiers à Malanville. Ils n'ont aucun camion citerne, et ils étaient là impuissants devant le feu. C'est vrai que ils ont utilisé les moyens à bord, mais ils n'ont pas de camion citerne pour transporter l'eau. Les informations que j'ai reçues sur place, il fait état de court-circuit électrique. Donc voilà juste l'information qui m'a été donnée, qui serait donc la source donc, de cet incendie. J'ai demandé au chef service financier qui était sur place au niveau donc, de l'administration de prendre les dispositions pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes après donc, cet incendie, parce que la force du feu a fait que le bâtiment dans lequel se trouvait donc, ces médicaments et consommables, ce bâtiment a cédé complètement. Donc la dalle s'est effondrée et les murs sont donc sur le point de tomber. Les enquêtes sont en cours pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est et quel est donc le montant ou en valuation qu'on peut faire par rapport donc, à tout ce qui a été consumé au niveau donc, de ce bâtiment. Ce magasin parti en fumée, c'est tout le stock de médicaments de la commune qui a été ainsi réduit en cendres. Selon le maire, les hôpitaux et centres de santé connaîtront une pénurie de produits pharmaceutiques les jours à venir. Face à cette situation, Gado Guidami appelle les autorités sanitaires du Bénin à leur venir en aide. On écoute le maire de Malanville, au téléphone par Itoufan Chadou. À l'endroit de l'autorité, c'est de faire constater qu'effectivement, c'est tout le stock donc, de produits pharmaceutiques de l'hôpital central de Malanville qui venait donc par cet incendie-là, qui venait donc d'être consumé. Alors, donc, c'est de voir quelles dispositions il faut prendre le plus rapidement possible et lancer donc ce SOS-là, ce cri de cœur au niveau donc, du gouvernement pour que, au niveau du ministère de la Santé, les dispositions soient prises donc, pour évaluer donc, les dégâts et puis vraiment venir en aide pour que tout ce qui a été consumé là puisse être mis en place pour la continuité du service public au niveau donc, de cet hôpital-là. La deuxième recommandation que je voudrais faire au gouvernement, c'est qu'aujourd'hui et depuis un certain temps, c'est vrai, le temps date pas de très longtemps, a mis à disposition donc d'un service de sapeurs-pompiers pour le compte donc, de la commune de Malanville. Mais ce service ne fonctionne pas comme cela se doit et à tous les détours où je dois parler, je l'ai dit, c'est-à-dire c'est un service qui ne dispose pas donc de camion citerne. Ce journal se poursuit, mais d'abord on fait une courte pause. La Générale. Lancement officiel ce jeudi à Parakou des journées de l'orientation dans le cadre du projet Soutenir l'entreprise. L'événement a eu pour cadre l'école de formation médico-sociale de Parakou. C'était en présence des acteurs du système éducatif. L'objectif de cette journée est d'apporter des solutions à la problématique de l'orientation scolaire et professionnelle pour une insertion effective de la jeunesse béninoise sur le marché de l'emploi. Ces journées ont été essentiellement marquées par des communications, des visites de stands. Ces journées ont déjà permis à 98% de participants élèves de découvrir de nouveaux métiers et de changer d'avis sur leur orientation professionnelle. Selon le représentant de la directrice de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, les journées de l'orientation permettent de mesurer l'accès des élèves aux écoles techniques. Amédée Moncia, qu'on écoute pour plus de précision. Les journées de l'orientation sont co-organisées par notre direction avec l'appui du projet Soutenir l'entreprise qui a dans sa deuxième composante intitulée Rapprocher le milieu scolaire de l'entreprise. C'est avec eux que nous avons élaboré le document qui parle des métiers d'avenir
et nous avons ensemble organisé la première édition des Journées de l'orientation au Palais des Congrès les 12, 13 et 14 janvier 2023. Vu l'impact, l'engouement que ces journées ont eu sur les parents d'apprentis, les parents d'apprenants, les parents d'élèves présents, les formateurs, le public présent, vu l'engouement, vu la participation, nous avons, sur instruction de l'autorité, monsieur le ministre, demandé aux partenaires de nous appuyer pour organiser ça sur tous les territoires. Les journées de l'orientation émanent de la Chambre de commerce européenne du Bénin, Eurocham, en collaboration avec les ministères des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et celui de l'enseignement supérieur. Elles ont démarré depuis le 23 janvier pour le compte du département du Borgou et prennent fin le samedi prochain pour le représentant de Eurocham. Les organisateurs veulent s'assurer que les apprenants aient toutes les informations nécessaires devant leur permettre d'opérer un choix judicieux. On écoute Jacques Armandino. Il est suivi dans ses propos du représentant de la délégation de l'Union européenne au Bénin, Fabio Belopeit, qui estime que la jeunesse mérite d'être placée au cœur du développement, pas comme bénéficiaire, mais comme acteur, et annonce également les actions prévues par l'Union européenne pour le secteur de la formation professionnelle et technique au Bénin. L'essentiel pour vous et nous, c'est de nous assurer que vous disposez de toutes les informations nécessaires et utiles à votre choix professionnel. Et cela avec toutes les aptitudes techniques et humaines requises. Chers apprenants, pendant ces 3 jours, nos spécialistes de l'orientation vous apporteront le paquet d'informations et de témoignages qui puissent éclairer et renforcer vos choix de carrière et de métier. L'Union européenne a décidé pour les prochains 4 ans d'investir au moins 20 millions d'euros dans le secteur. Nous allons lancer un processus de révision des curricula général. Nous allons lancer un processus de réhabilitation et de construction de nouveaux lycées techniques professionnels dans les pays. En plus, on aura aussi un soutien au ministère au niveau des sciences techniques pour la mise en œuvre d'un programme global. Il faut dire que pour la directrice de l'UFMS, ces journées constituent une opportunité pour son école, en ce sens qu'elle aura l'occasion de présenter ses offres aux populations. Le directeur de l'enseignement secondaire représentant le ministre, quant à lui, a mis l'accent dans son allocution sur le bien fondé de l'initiative. Écoutons la directrice de l'UFMS, Clotéine Noma, et le représentant du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Anthony Josso. Et nous disons merci pour avoir choisi le FMS pour abriter cette activité, car non seulement le FMS présente son école, mais elle permet à l'EFMS de se faire connaître par le public et par les apprenants, et savoir que l'EFMS est une école technique professionnelle qui peut recevoir des apprenants de l'enseignement général. La problématique de l'orientation se pose donc en termes d'information et de confiance. Et c'est pour résorber ces difficultés que la République du Bénin, notre cher pays, à travers le ministère des enseignements secondaires, techniques et la formation professionnelle, au nom du ministre des enseignements secondaires, techniques et la formation professionnelle, que j'ai l'honneur de représenter ici, et qui me demande de vous transmettre ces remerciements, ces félicitations et ces encouragements. Et je voudrais déclarer lancer les journées de l'orientation dans notre cher département, le département du Borgou. Nommé à travers le décret 2023-681 du 20 décembre 2023 en Conseil des ministres, 2 nouveaux magistrats ont été installés dans leurs fonctions à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce mardi 23 janvier 2024 par le chef de l'État. Il s'agit de Elias Maolé Guidi, nommé juge de siège à la juridiction spéciale, désormais membre de la chambre de jugement de la CRIET, et de Eitayo Karamatousani, nommé au parquet spécial. Elle occupera désormais les fonctions de 4e substitut du procureur spécial de la CRIET. Selon le procureur spécial Mario Metonou, ces 2 magistrats sont certes nouveaux, mais avec un bon background. Le patron du parquet a enfin retracé en appréciant le parcours de ces nouveaux collaborateurs. Ce journal se poursuit avec la page des sports.
Jacques Dégbé, bonsoir. Bonsoir Fidélia Bio. Cannes 2023, Rigobert Song confiant avant d'affronter le Nigeria. Oui, c'est l'un des huitièmes de finale les plus attendus de cette Cannes 2023. Deux géants vont se livrer une lutte sans merci ce samedi à partir de 21h. Le Nigeria et le Cameroun s'affrontent en effet au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en conférence de presse d'avant-match ce vendredi. Le sélectionneur des Lions indomptables Rigobert Song et son gardien de but Fabrice Ondoa ont fait montre de leur état d'esprit. C'est un match crucial. Les matchs Cameroun-Nigeria sont toujours très disputés, particulièrement en Coupe d'Afrique des Nations. A d'abord fait remarquer le technicien Rigobert Song avant de déclarer qu'il ne va pas faire de calcul et qu'il va essayer de mettre le Nigeria en difficulté. C'est donc un Rigobert Song en confiance qui s'est retrouvé ce vendredi en conférence de presse. Nigeria-Cameroun, c'est demain à partir de 21h béninoise. Un peu avant, c'est-à-dire à 18h, le premier huitième de finale mettra aux prises l'Angola à la Namibie au stade de Bouaké. Annoncé comme entraîneur de l'Algérie, Zidane a décliné l'offre. Oui, après l'élimination de l'Algérie de la phase de groupe de cette CAN 2023, la Fédération algérienne de football a décidé d'arrêter les frais avec le sélectionneur Djamel Belmadi malgré une séparation difficile pour le succéder. Le président de Fenech, Walid Sadi, a immédiatement pensé à Zinedine Zidane qui a été sondé. D'après les informations du quotidien L'équipe ce vendredi, malgré ses tâches familiales avec le pays, l'ancien coach du Real Madrid, toujours libre et flatté par cet intérêt, a décidé de décliner la proposition algérienne dans l'hypothèse d'un avenir à la tête d'une sélection. Zidane, qui a déjà recalé le Brésil et les États-Unis par le passé, veut toujours rejoindre l'équipe de France. Il donne donc sa priorité aux Bleus. C'était les sports, la page Afrique après cette pause. Epiphane Chabi, bonsoir. Bonsoir Fidélia Bio. Au Mali, la junte au pouvoir annonce la fin avec effet immédiat de l'accord d'Alger. L'important accord d'Alger, signé en 2015 avec les groupes indépendantistes du nord du pays, longtemps considéré comme essentiel pour stabiliser le Mali, n'est plus d'actualité. Les autorités ont annoncé sa fin avec effet immédiat dans la soirée de ce jeudi 25 janvier 2024. Pour justifier cette prise de position, la junte invoque le changement de posture de certains groupes signataires. Elle dénonce pêle-mêle dans un communiqué l'instrumentalisation de l'accord par les autorités algériennes. Le Mali dénonce encore la multiplication d'actes inamicaux, d'hostilité et d'indifférence, d'ingérence dans les affaires maliennes par l'Algérie. Pour rappel, l'accord d'Alger de paix a été signé donc en 2015 entre l'État malien et les groupes rebelles. Attaque de drones sur les civils, un rapport de Human Rights Watch accable l'armée burkinabé. C'est selon donc un document de l'ONG Human Rights Watch qui a été publié hier jeudi 25 janvier 2024 qui précise qu'au moins 60 civils ont été tués dans des frappes militaires présentées par le gouvernement de transition comme ciblant des combattants djihadistes. Entre août et novembre 2023, 3 attaques aériennes au nord donc du Burkina Faso ont semé la désolation sur les marchés ou lors d'une cérémonie funéraire. Or, selon donc les témoignages recueillis par l'ONG Human Rights Watch, les victimes n'étaient nullement des terroristes. Au-delà de cette dénonciation, l'auteur du rapport déplore le désintérêt général de la communauté internationale pour ce qui se passe dans cette région du Sahel et assure que les pays qui continuent donc de collaborer avec les juntes ont une responsabilité à assumer. Nous restons avec vous, mais cette fois-ci pour la revue de presse nationale. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Paris gagné pour le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale qui fait désormais de la planification de développement et l'évaluation des politiques publiques un véritable instrument de veille et de développement au Bénin. Le 24 janvier 2024, les députés ont adopté la loi cadre sur la planification de développement et l'évaluation des politiques publiques à l'Assemblée nationale, nous informe Fraternité, le matinal, le Télégramme, décrypte
décryptage info Le Potentiel, La Primeur et bien d'autres publications qui renseignent qu'avec l'adoption de cette loi cadre, le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale vient ainsi d'achever les réformes inscrites dans son portefeuille pour le compte de PAG 2021-2026 et ce 2 ans avant échéance. D'abord, précise Le Potentiel, la dite loi cadre permettra d'améliorer la gouvernance globale à travers le renforcement du système national de planification et du système national d'évaluation, d'asseoir une planification rigoureuse du processus de développement, ce qui constitue un gage de la bonne mise en œuvre des orientations nationales retenues de façon consensuelle afin d'éviter le rétropédalage dans la conduite stratégique de l'action publique et de servir de référence à tous citoyens impliqués dans le processus décisionnel. Aussi, ajoute le Télégramme, la dite loi vise à universaliser la pratique évaluative dans tous les domaines du service public et développer le réflexe de l'utilisation de ces outils et méthodes chez tout acteur et partenaire du secteur public. Dans la suite de cette revue, plusieurs publications s'intéressent à l'éventualité d'une révision de la Constitution et nous informent que le bloc républicain se dit être favorable à une révision, ceci à une seule condition. Selon Bénin Intelligent, comme avec tous les autres partis politiques, Patrice Talon a dit qu'il n'est demandeur d'aucune révision de la Constitution pour briguer un troisième mandat. Il affirme qu'il ne souhaiterait pas un tel projet, cependant si les députés soulevaient des nécessités de corrections utiles, ils sont libres, rapporte Hassan Seibou cité par le matinal. Mais il combattra tout ce qui touchera au nombre de mandats et les autres points fondamentaux, à moins qu'elle les confronte, fait savoir le président du groupe parlementaire Bloc républicain repris par Bénin Intelligent. Du coup, Hassan Seibou et le Bloc républicain sont favorables à la révision de la Constitution, si et seulement si les fondamentaux ne seront pas touchés, conclut Bénin Intelligent. Restons toujours avec Bénin Intelligent qui cette fois-ci s'intéresse à la médiation au Niger et précise que le pays n'a pas interdit l'atterrissage de l'avion transportant la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, comprenant le ministre béninois des Affaires étrangères. Sur les 3 ministres des Affaires étrangères attendus à Niamey, le Télégramme fait savoir que seul celui du Togo a répondu présent. Les représentants du Bénin et de la Sierra Leone n'ont pu se joindre à la partie Révèle Nord sur le quotidien, l'investigateur, Le Potentiel et bien d'autres publications. Malentendu au Dupéré, Niamey est tout de même monté au créneau pour démentir la supposée interdiction d'atterrissage, révèle Bénin Intelligent qui ajoute que devant la presse, le premier ministre nigérien a brandi 2 autorisations de survol et d'atterrissage, l'une accordée au chef de la diplomatie togolaise et l'autre à l'intention des émissaires de la CEDEAO. Preuve pour Ali Mahaman Lamine Zeyn que le Niger a subi encore un faux bond de la part de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, font savoir les publications. Et pour Décryptage Info, et malgré les différentes explications données par Bénin Intelligent, le Télégramme, La Primeur Nord sur le quotidien L'Investigateur et Le Potentiel, la publication fait savoir que le Bénin et la Sierra Leone sont non grata à Niamey. Pendant ce temps, Matin Libre, La Boussole, le Canard du Nord et bien d'autres publications nous informent que le ministre Samou Seydou Adambi est engagé pour une couverture en eau totale au Bénin. Dans ce cadre, il a visité des chantiers d'adduction en eau potable à Abomey-Calavi. L'objectif de cette visite, selon Matin Libre, est de s'enquérir du niveau d'avancement des travaux de réalisation de l'usine d'eau dans la zone économique de Glodigbe, du château de Kwanrouzenvier, de la station de pompage de Kodjoko, du laboratoire national de contrôle de qualité de l'eau et des produits, du site abritant le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi à Tokan, du chantier des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage et du chantier qui a abrité la station de pompage d'eau de Kodjoko dans l'arrondissement de Zinvier. Et dans les dernières secondes, Le Potentiel nous informe que les agents des forces de défense et de sécurité mises à la retraite forcée semblent difficilement supporter cette décision du gouvernement. Le choc semble être presque insupportable, voire invivable pour certains, et selon les informations rapportées par la publication, plusieurs cas d'accidents cérébrovasculaires ont déjà été enregistrés dans le rang des 1114 fonctionnaires des forces de défense et de sécurité mises à la retraite forcée en début de semaine. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Lydie Merou. Devant ce micro, je suis Fidélia Biaou. La mise en ligne sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube a été assurée par Socrate Adantolé. Passez un bon week-end. C'était
C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM.